S'il faut préparer la créativité pour transformer, elle peut aussi nous aider à dépasser des frontières culturelles. Et c'est ce que va nous montrer maintenant Siyu Kao. Donc Siyu est illustratrice. Elle a suivi aussi le programme ME310 à la D-School. Et elle est aujourd'hui formatrice en design et en visual thinking. Donc elle a publié aussi une BD intitulée « Débrider le monde vu par mes yeux chinois ». Et elle va nous expliquer aujourd'hui comment la créativité peut permettre à des personnes qui ne parlent pas la même langue de se comprendre et de créer une vision partagée. Donc Siyu, je t'invite à me rejoindre. Bonjour. Bon, vu le titre, je pense que vous pouvez deviner que la langue française n'est pas ma langue natale. Et c'est le titre d'aujourd'hui. Donc, en 2017, je viens d'arriver en France. À l'époque, j'étais UX designer et j'avais déjà plusieurs années d'expérience professionnelle. Mais créativement, je me sentais bloquée parce qu'on me demandait surtout de l'exécution au boulot. Et on me demande très rarement réfléchir sur pourquoi ou pour qui. Et c'est pour cette raison que je me suis inscrite. Oula, j'ai encore dépassé. Comment je pourrais revenir? Désolée. Ouais, comment je peux revenir en fait sur les slides avant? Oui. D'accord. Et pour avancer, c'est bien ça. Oui. D'accord. Désolée. Donc, je me suis inscrite au programme ME310. Donc, l'idée, c'est de... j'avais envie de travailler déjà, changer mon manière de travail et de collaborer avec des gens au parcours varié. Donc, comme vous le savez déjà, le programme ME310, on travaille sur un vrai challenge, toujours, donné par une entreprise partenariat. Et à travers, avec une équipe souvent multidisciplinaire et multiculturelle, à travers plusieurs grandes phases. Et le but final, c'est toujours pareil, de créer un produit ou un service innovant qui ont une vraie valeur pour l'utilisateur. Donc, mon équipe, on a reçu le brief comment améliorer l'expérience sur le chantier grâce à une technologie. Donc, pour les premiers 3 mois, on a couru partout en France pour visiter tous les types de chantiers. Par exemple, Gros Œuvre à Gare de l'Est, la ligne 14, je ne sais pas si ça a affiché, et la canalisation à Montpellier. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment essayer de vivre l'expérience sur le chantier et de voir le quotidien des personnes qui travaillent sur le chantier, leurs problèmes, contraintes, attentes et des rêves. Dans mon équipe, il y avait 2 autres personnes. Donc il y a Edouard sur la gauche, qui est ingénieur, et Julien à droite, qui est informatique. Donc tous les 3, on forme une équipe de rêve. En tout cas, dans ma tête, je voyais plutôt une image rose. Parce que je me suis dit, lorsqu'on travaille avec des gens qui ont des parcours différents, variés, forcément, on est plus créatifs ensemble et on bénéficie de cette richesse de connaissances, et de l'expérience. Mais ce que je n'avais pas envisagé, c'est que avec ces différences, avec nos parcours variés, il y a aussi la friction et les barrières. Donc, la première barrière que j'ai rencontrée, c'est la barrière de la langue. Évidemment, à l'époque, je ne maîtrisais pas du tout le français, donc c'était difficile de suivre les conversations. Donc, dans mon équipe, surtout quand Edouard et Julien étaient en train de discuter sur le sujet, sur le projet, ou se faire dans un long débat qui dure des heures, parfois je me sentais perdu et confus. Et dans l'autre sens, parfois quand j'essayais de m'exprimer, j'ai l'impression que soit je ne trouvais pas le bon mot, soit j'ai l'impression qu'ils comprenaient d'autres choses que ce que je voulais dire. Après, dans le sens figuré, il y a aussi le langage professionnel. Déjà sur le chantier, il y a plein de termes techniques. C'est tout un système complexe que je ne connaissais pas du tout. Et donc, ce n'était pas évident de suivre la conversation pendant les interviews. Après, au sein d'équipe,
Comme on est issu des formations différentes, donc chacun en fait a des habitudes, des outils de travail ou de manière de penser ou la façon d'expression. Donc ça fait que parfois c'était pas évident de s'aligner sur notre vision ou de voir la perspective des autres. Par exemple, je me souviens très bien, Edouard était plutôt à l'aise sur Microsoft Office. Moi, c'était tout le temps sur Adobe Creative Suite. Et Julien, c'était avec son écran noir en train de coder. Donc, entre nous trois, en fait, quand on travaille, parfois, on ne peut pas vraiment s'aider. Donc, la question réelle pour nous était comment créer ensemble, qu'on n'a pas la même langue, outils ou façon de penser. Donc, après la recherche, on a eu un atelier qui s'appelle le Visual Thinking, donc la pensée visuelle. L'idée, c'est d'utiliser des dessins simples pour explorer et communiquer nos idées. Et aujourd'hui, je suis devenue la formatrice pour cet atelier et j'aimerais bien profiter de cette occasion de vous donner un goût de ce que c'est à travers un mini-exercice. Donc, je vous invite de prendre un stylo et un post-it ou un bout de papier à la main. Ça va être rapide, hein, mais n'hésitez pas à demander à mes collègues si vous avez, il vous manque des matières. Est-ce que tout le monde a un stylo et un bout de papier ou un post-it? J'attends les dernières personnes soient prêtes. Ok, tout le monde est prêt? Je vais vous afficher le consigne dans la slide suivante. Donc, votre mission, c'est de dessiner une chaise et vous avez 1 minute pour le faire. Et c'est parti. Je vais vous dire quand arrêter, quand le temps est prêt. Et on ne triche pas. Ok, vous pouvez vous arrêter maintenant et je vous invite de tourner vers votre voisin, à gauche ou à droite, comme vous voulez, et montrer ce que vous avez dessiné et comparer surtout les deux dessins. Ok. Qui ont les mêmes dessins? Ok, 1, 2, 3, 4, quelques-uns, ouais. Qui ont des dessins différents? Ça peut être la forme, la perspective. Ok, très bien. Je vois, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des dessins différents, mais ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des participants parfois. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que souvent on utilise cet exercice pour montrer que même parfois on dit le même mot, on n'imagine pas la même chose dans la tête. Et donc, le dessin nous aide à externaliser cette pensée et de clarifier ses idées
Et là, déjà, je voudrais donner un exemple simple parce que c'est une chaise. On a à peu près les mêmes idées de ce que ressemble une chaise, mais il y a quand même les formes différentes. On peut les dessiner de manière, de perspectives différentes. Et aussi, si je vous donne un exemple plus abstrait, comme dessiner, ça ressemble la réussite, ça va être encore plus varié, j'imagine, parce que chacun a sa définition. Donc, c'est pour montrer, voilà, le dessin, ça nous aide à clarifier ses idées et de voir les perspectives des autres. Donc, souvent, quand on parle de la créativité, on parle de cette capacité de pouvoir imaginer. Donc, imaginer, le verbe imaginer vient du latin imago, qui signifie l'image, représentation visuelle et apparence. Donc, imaginer, c'est de produire l'image qu'on ne voit pas avec ses yeux, mais qu'on perçoit à travers l'esprit. Donc, c'est une sorte de visualisation intérieure. Et c'est pour ça que les dessins nous aident à stimuler notre créativité, c'est parce que ça nous oblige à externaliser ses pensées. Et c'est comme ça, ça nous permet de clarifier ses idées, de s'inspirer et de s'aligner sur notre vision. Donc, après cet atelier, avec mon équipe, on s'est mis beaucoup à dessiner. Je vous montre ici quelques exemples des outils de visualisation qu'on utilise tout au long de nos projets. Peut-être ça va vous inspirer. Donc, tout d'abord, c'est le tableau blanc collaboratif. C'est très, très simple. On pourrait tous le faire. Donc, l'idée, c'est de se mettre autour d'un tableau blanc en équipe et dessiner en discutant. Donc, ça peut être pour analyser la recherche terrain, ça peut être pour brainstormer et cartographier les idées. Ça peut être aussi de créer des prototypes, des parcours utilisateurs, etc. Donc, l'avantage, c'est qu'on a toujours un support en commun pour la discussion. Je trouve le danger, et ce que j'avais eu beaucoup de blocages, c'est que parfois, quand on rentre dans des débats, ça peut durer des heures, et à la fin, en fait, on a oublié le point de départ. Et donc, ce support en commun, ça nous aide, en fait, à partager les idées, à toujours avoir une trace en historique de notre pensée et de voir peut-être des liens qu'on ne voit pas forcément en discussion. Après, il y a la courbe d'expérience. Donc, l'idée, c'est de cartographier les émotions d'un utilisateur tout au long d'une expérience. Et l'idée, c'est d'identifier les points bloquants dans une expérience pour trouver des pistes, des innovations. Il y a aussi le storyboard, donc l'idée c'est d'utiliser une sorte de mini-BD, de raconter une histoire dans un point de vue utilisateur. Ça, on l'a utilisé soit pour résumer notre recherche ethnographique, raconter une histoire typique, problème typique sur le chantier, soit on pourrait l'utiliser pour construire un premier prototype. Donc, on raconte comment un utilisateur interagit avec nos produits ou services pour différents points de contact. Après, les fiches prototypes, donc c'est pareil, l'idée c'est d'éviter d'investir trop de ressources pour pouvoir chercher les retours des utilisateurs dès que possible. Donc vous voyez là sur l'écran, l'idée c'est de résumer le concept, représenter avec un visuel simple et décrire tout simplement c'est pour qui, pourquoi, dans quelle situation il faut utiliser. Et on amène ces fiches proto sur le chantier auprès de nos utilisateurs. Donc ici, c'est des David, le conducteur de nos travaux, qui nous donnent des premiers retours sur ces prototypes ou le concept. Et comme ça, on n'a pas besoin de dépenser l'argent ou beaucoup de temps pour faire les premiers prototypes. À la fin, pendant la recherche, on essaie aussi de donner les stylos à la personne en face. Parce que souvent, on a les stylos et les papiers, on note tout ce que l'autre a dit. Mais si on donne le stylo à la personne, parfois on découvre leur perspective et comment ils voient les choses. Par exemple, au début, on avait beaucoup de mal à comprendre l'hiérarchie sur le chantier. Mais un jour, en fait, on a donné un stylo à un conducteur de travaux et qui nous a vraiment dessiné 4 niveaux de bureau d'études jusqu'au ouvrier, comment ça marche sur le chantier. Donc, c'était beaucoup plus clair tout de suite. Au final, pour nos projets, on a créé une appli qui facilite le conducteur de travaux de communiquer avec ses équipes et de pouvoir toujours avoir les bonnes informations au bon moment. Donc tout ça pour dire les dessins et les outils de visualisation
m'a beaucoup aidé à surmonter ces obstacles de la langue et des métiers. Je vous encourage tous à l'utiliser. Tout simplement commencer par un stylo et un papier, un bout de papier, pour communiquer et explorer vos idées. Donc aujourd'hui, grâce aux nouveaux outils et notamment l'arrivée de l'IA, on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui, ces nouvelles technologies. On a des possibilités de réaliser, transformer une idée en visuel en quelques secondes. Ça nous permet évidemment d'itérer et tester nos idées à un rythme auparavant inimaginable. Après, on pourrait aussi créer des produits multimédia, donc plus riches, à travers peut-être les images, les textes, photos et les vidéos, etc. Donc cette accessibilité offre à un grand nombre de personnes de vraiment contribuer plus tôt dans le processus créatif sans avoir un background technique approfondi. Et donc je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ce serait si je refaisais le programme M310 aujourd'hui. Déjà, je pense que Edouard et Julien auraient pu mettre leurs mains plus tôt dans la fabrication de prototypes, parce qu'aujourd'hui, l'interface des outils devient plus en plus proche d'un dialogue, et qu'avant, il n'y a que moi dans l'équipe qui maîtrise l'outil, donc c'est moi qui fais tous les pages, et moi, au contraire, je pourrais peut-être me concentrer sur définir l'intention utilisateur, les flux et les limites de système, au lieu de péniblement ajuster. Je me souviens très bien les mises en page, il y a 50 pages, il y a des alignements des éléments graphiques, il y a changement de couleur de bouton, donc toutes ces choses pénibles que je pourrais donner ces tâches à l'IA. Et par contre, nous, en équipe, on pourrait se concentrer vraiment sur l'intention utilisateur. Après, pareil, on compte tout sur Julien pour le coding. Même, en fait, le langage qu'il maîtrisait, c'était pas du tout pour la web application qu'on voulait. Donc, on avait un blocage à la fin du projet parce qu'on n'avait pas la ressource pour recruter quelqu'un pour faire le codage qui rend notre prototype plus proche de notre vision. Donc, aujourd'hui, avec, par exemple, du vibe coding, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose de plus abouti pour nos prototypes? Et je sais qu'il y a plein de débats dessus. Mais pour le premier prototype, je pense que ça serait plus accessible pour nous trois de pouvoir construire quelque chose qui est plus fonctionnel. Évidemment, l'IA, ce ne serait pas la réponse de tout. Et il y a ses limites, ses risques. Je pense que sur ces points-là, les intervenants de cet après-midi vont nous donner plein d'insights dessus. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que avec ces nouvelles technologies, le mur entre le monde du design et le monde de la technologie est en train de se dissoudre. Et ça nous permet de collaborer entre les disciplines plus que jamais. Et aussi, je me demande, par exemple, mon cas, est-ce que c'est possible aujourd'hui aussi avec les traductions directes en l'IA sur le terrain? J'aurais pu comprendre beaucoup plus que j'aurais pu, voilà. Et on pourrait peut-être au final pouvoir imaginer travailler ensemble mieux et imaginer mieux ensemble et aussi de réaliser notre vision ensemble. Et j'ai dit tout ça, mais rien ne remplace un stylo avec un bout de papier, parce que je trouve qu'il y a moins d'interface entre le cerveau et la main. Quand on dessine sur un support digital ou à travers l'IA, il y a toujours une autre interface au milieu. Donc je trouve qu'il y a une traduction directe de notre cerveau à la main qui ne peut pas être remplacée par les outils digitaux. Et je vous encourage tous à les utiliser. Et si vous voulez continuer à discuter sur ces sujets de visualisation, c'est une de mes passions, donc visualisation et communication interculturelle, n'hésitez pas à m'écrire ou discuter après les talks. Merci beaucoup.